Petit disclaimer avant de commencer la diffusion de cette interview, nous le faisons dans des situations très particulières avec le confinement, les connexions ne sont pas terribles, du coup on a pas mal de problèmes de son, on a des problèmes de qualité d'image, le montage a été extrêmement laborieux, donc désolé pour la qualité finale de ce document, et avec Robin on s'est promis que dès que les choses vont mieux et qu'on peut enfin se voir, on refera une interview sur ce thème-là ou sur un autre, mais avec un objectif de qualité bien plus élevé. Et maintenant, je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'interview de Robin Béraud-Sudreau, qu'on connaît aussi sur le site coach-agile.com. Robin qui est agiliste passionné, qui a une grosse carrière de Scrum Master, de Product Owner, qui a touché à du Safe aussi, mais il ne sait pas s'il faut en parler, eh ben on verra ça. Et Robin, bien écoute, je t'ai accueilli très rapidement, mais je te laisse un petit peu de temps pour parler de toi. Bonjour Robin. Bonjour à tous et bonjour François. Tu as dit le principal, oui, je me décris comme agiliste passionné effectivement parce qu'en fait je viens du monde du développement, j'étais ancien développeur et puis après j'ai vu tous les défauts que ça pouvait avoir dans un bon cycle en V bien traditionnel il y a assez longtemps. Et puis, du coup, j'ai eu envie de me tourner en lisant le livre de Claude Aubry vers le Scrum, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, fin 2009. Et puis, j'ai été très longtemps Scrum Master, un petit peu Product Owner, et comme tu le disais, j'ai été RTE dernièrement. Et à force de passer de projet en projet, etc., il y a quelques années maintenant, on m'a proclamé coach agile, mais j'aime pas trop le terme parce que c'est très vaste le côté coach agile, parce que on parle des frameworks, mais parce qu'on parle de plein d'autres sujets qui sont tous intéressants, la communication non violente, les serious games, et pourquoi pas la motivation. Tu as une grosse production, et en tout cas c'est comme ça que moi je t'ai rencontré, avec des jeux, des serious games. Tu fais beaucoup de promotions à ce niveau-là et tu crées aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. Oui, je suis convaincu que on peut passer des messages. Alors, c'est de plus en plus décrié, mais je suis un des fervents promoteurs, on va dire, de la force des serious games. Je pense que on peut amener des messages très forts, amener au questionnement, faire que les gens se posent de bonnes questions via des jeux sérieux et surtout via de l'expérimentation. Et parfois, je trouve qu'en quelques minutes de jeu, on peut faire prendre des prises de conscience, en tout cas déclencher des prises de conscience qu'on aurait eu sinon en 2, 3, 4 mois, pourquoi pas. Et du coup, de ce que j'ai créé moi, alors il y a un jeu qui est rigolo qui s'appelle Scrum Manger Rétro. Alors, comme on est confiné, je ne l'ai pas, mais je crois savoir que tu l'as. Regarde, je l'ai là, moi, Scrum Manger Rétro. J'ai plaisir à y jouer de temps en temps avec les équipes. Ça met une bonne ambiance et ça permet d'attaquer des sujets de fond des fois de façon complètement imprévue. Donc je prends plaisir à jouer avec celui-là, mais pas que celui-là. Agile Smells aussi. Oui. Et voilà, plus récemment, Agile Smells que j'ai ici. Alors il y a quelques cartes que tu n'as pas forcément toi d'ailleurs. Je crois que c'est celle-ci, les dernières sorties. J'en profite juste pour dire que on peut se procurer ça sur mon blog, mais sinon il est open sourcé. J'ai mis toutes les sources, les PSD de chacune des cartes sur GitHub. Le lien sera dans la description de la vidéo, je suppose. Et le but de Jetmail, c'est finalement on va descripter plein de sourçages. Donc il y aura plein de choses en bas de la vidéo. Allez lire. Il y a beaucoup d'infos qui vont apparaître. Et voilà, au Jetmail, pour le coup, je trouve c'est un vrai bon jeu qui amène à se poser des questions importantes, parce que parfois on peut avoir entre guillemets une mauvaise pratique, un mauvais ensemble de pratiques pour des bonnes raisons, et du coup ces mauvaises pratiques peuvent dans certains contextes s'avérer être des bonnes pratiques. Enfin, j'aime beaucoup les discussions. Enfin, c'est un jeu qui fait émerger beaucoup de discussions, et en ça il est vraiment très bien. Et
dernière actu en préparation, justement, il y a un livre autour de l'intelligence collective. Alors, c'est pas une compilation de plein de jeux. On va parler aussi de Serious Game, mais c'est voilà, pourquoi en fait, enfin, qu'est-ce que c'est qu'intelligence collective? Parce que c'est un buzzword, oui, mais ça va plus loin que ça. Et ça va être fait en collaboration, j'espère, avec d'autres agilistes qui sont des bons sketchnoteurs et qui illustrent les textes qu'on produit autour de l'intelligence collective. Le livre s'appellerait, parce qu'il n'est pas encore sorti, Do Not Cross, dans le sens où, voilà, surtout ne franchissez pas la ligne. Vous comprenez le truc, c'est en fait finalement faites-le parce que ça vous fera que du bien. Bon, mais tu m'as envoyé une illustration que on va partager, elle sera en incrustation par ici ou par là. Ou par là. On ne sait pas. Et de toute façon, il y aura un lien dans la description si tu as une page avec quelques infos. On fera suivre. Robin, effectivement, on le voit, tu produis énormément de choses. Tout ça, ça répond à quoi comme besoin chez toi? Qu'est-ce qui te semble important dans une équipe agile, dans une équipe Scrum, de mobiliser comme force, qu'est-ce que tu veux venir développer? Aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de la motivation des personnes et de la motivation d'une équipe. C'est des choses qui sont un peu différentes et on peut en parler. Le truc, c'est qu'on peut être un super Scrum Master, être très énergique, connaître Scrum, connaître d'autres frameworks, connaître d'autres ensembles de patterns, avoir une super culture agile. Voilà, on peut être un super Scrum Master. On peut avoir une super équipe, mais si l'équipe est démotivée ou si on a ne serait-ce que 2-3 membres démotivés dans une équipe, on a beau faire des pieds et des mains, donner à l'équipe les billes de l'auto-organisation, etc. Ça ne prendra pas. Et du coup, on peut être dans des situations délicates et compliquées avec une équipe en souffrance par manque de motivation. J'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui. Bah, ok, vas-y. Alors, la place est à toi. Du coup, quels sont les symptômes? Par exemple, qu'est-ce qui font qu'à un moment, tu te dis, cette équipe, typiquement, elle manque de motivation. Il y a un truc qui se fait pas. Si je devais en parler au manager pour qu'il me donne les moyens d'agir, qu'est-ce que je pourrais lui faire ressortir en gros? Alors oui, comme symptôme concret, il peut y en avoir hein, quand on a la chance justement d'avoir réussi à mettre en place certains outils ou que la culture de l'entreprise dans laquelle on bosse s'y prête. On peut avoir des outils comme le Nico Nico. Ça vous parle de Nico Nico? Ou en tout cas oui, ça un me parle. moodboard ou une Décris-le. Non, mais grosso modo, c'est à intervalles réguliers. Alors, soit tous les jours, soit ne serait-ce qu'une fois par sprint, prendre l'humeur de l'équipe. Et si on a une équipe, par exemple, qui met une note de 1 à 5 une fois par sprint et que sprint après sprint, on se rend compte qu'on a des 1 en humeur et que ça ne change pas, bah ok, on est face à une équipe qui est en souffrance. Après, on peut être en face aussi de signaux faibles qui passent pas forcément par des outils. Ça peut être ne serait-ce que des personnes qui râlent et qui radotent dans leur coin. Il y a plein de signes là-dessus. Ça peut être aussi de voir des personnes qui sont agacées, qui communiquent de manière un petit peu déplacée. Enfin, il peut y avoir plein de signes sur lesquels on voit que l'équipe est en souffrance. Et très concrètement, une équipe en souffrance, et c'est une équipe pour moi, c'est une équipe pas motivée. Ouais, mais les gens, on les paye pour bosser, on les paye pas pour avoir le smile. Alors, c'est là où, et du coup, on rentre un petit peu vraiment dans la mécanique de la motivation. Il y a vraiment 2 types de motivation et c'est important de distinguer. Il y a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Alors, on va détailler les deux et je commence par l'extrinsèque justement, qui est finalement le levier le plus utilisé en entreprise et il en faut un peu, mais il n'en faut pas trop, et malheureusement, c'est souvent l'unique levier de motivation utilisé par les managers et les dirigeants des entreprises dans lesquelles on travaille. La motivation extrinsèque, simplement, c'est les sous, les primes qu'on peut percevoir. Et là-dessus, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Alors, la première chose, c'est, comme je vais parler justement de la motivation au sens global et de la motivation intrinsèque qui pour moi est plus importante, le pourquoi est-ce qu'on est ici. Souvent on dit ouais mais là, donc tu nous dis Robin que la motivation extrinsèque, les sous, les primes, on n'en veut pas. Alors concrètement non.
Dan Pink, qui est une personne qui a beaucoup travaillé sur les mécaniques de motivation des personnes, dit il faut avoir des sous suffisamment pour que ce soit pas un souci. Et le but, dans cette phrase-là, le côté suffisamment pour que ce soit pas un souci, c'est pas forcément palpable. Alors il y a un schéma que j'aime bien faire, et je propose de vous le faire là en live pour vous montrer qu'est-ce que c'est que pour rendre un peu plus palpable finalement ce côté suffisamment de sous pour que ça soit pas un souci. On est parti. Alors, vu notre situation de confinement, c'est un vrai challenge technologique que tu nous proposes là, d'arriver à faire ce truc de façon très vivante. Je sais pas si on la voit bien, mais je voulais juste vous montrer ça. Alors concrètement sur cet axe-là, c'est les sous qu'on gagne, d'accord? Il y a plusieurs zones. Là, c'est des paliers de revenus en milliers d'euros. Ok. Donc, si je suis vers le bas, c'est que je gagne pas beaucoup. Si je suis vers le haut, c'est que je gagne beaucoup, très concrètement. Et moi, ce que j'ai besoin d'identifier, c'est jusqu'où fonctionne finalement la motivation extrinsèque, encore une fois, et jusqu'où est-ce que c'est intelligent de l'utiliser. Enfin, intelligent. Bref, qu'est-ce que c'est que ne pas avoir de soucis avec ces sous? On va dire que c'était pas un jugement. Quand on est sous ce palier-là, ce palier-là, il symbolise finalement ce qui est nécessaire pour payer son loyer ou son crédit et se nourrir. Alors, j'allais dire d'après vous, mais d'après toi, François, dans quelle situation est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sous ce palier-ci? Tu parlais de Maslow tout à l'heure. Moi, je vais te dire que ce que je ressens, en oubliant Maslow, tous les grands penseurs et toutes les sources d'informations hyper intéressantes, je te dirais que c'est pas juste parce qu'il y en a forcément qui gagnent de l'argent dans cette entreprise et que moi, je suis largement sous-payé parce que je produis de la valeur. Donc, si je suis en dessous de ce trait-là, moi, je vais ressentir beaucoup d'injustice et je serai pas heureux. Alors, presque, mais c'est encore pire, j'allais dire, parce que ça, tu peux même pas payer ton loyer. Donc là, c'est vraiment le côté insécurité finalement dans cette zone-là. C'est ce que je voulais expliquer. Maintenant, quand on est dans cette zone-là, donc t'es au-dessus, tu peux payer ton loyer, tu peux te payer de quoi manger, mais effectivement, ce deuxième palier, et c'est ce que tu citais, c'est le palier où finalement c'est le revenu moyen des personnes qui ont mon âge, qui habitent dans ma région et qui font mon boulot. Et ce que tu exprimes, toi, c'est une insatisfaction parce que finalement, t'as de quoi te payer à manger, t'as de quoi payer ton loyer, donc t'es pas dans une insécurité, mais t'es dans une insatisfaction parce que tu gagnes moins que les autres qui font ton boulot. D'accord. Ok, je te rejoins. Ce que j'aimerais montrer, c'est que voilà, concrètement, la motivation intrinsèque, ça sert à rien, et on en parlera après de ce que c'est, mais ça ne sert à rien d'essayer d'enclencher des leviers de motivation intrinsèque pour des gens qui sont dans cette zone-là. On peut pas penser à comment motiver quelqu'un en lui faisant aimer son boulot s'il n'a pas de quoi manger, clairement. Donc en fait, il faut être dans cette zone-là, on va dire. Dans cette zone-là, il n'y a que la motivation intrinsèque qui marche. Parce que, imaginons, je dis n'importe quoi, je suis développeur, je gagne 100 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est le cas chez certains d'entre vous, mais imaginons que vous soyez à des revenus exubérants. Si vous êtes dans cette zone-là, que vous êtes très bien payé et que votre patron vous dit je te donne 500 euros en plus, finalement, vous n'avez rien à fiche de ça. C'est pas ça qui va vous motiver. Donc, ici, la motivation extrinsèque s'applique. Là, elle s'applique plus du tout et il faut aller chercher justement la motivation intrinsèque et le sens profond du truc. Est-ce que c'était à peu près clair le schéma? Moi, j'ai tout compris. Donc, normalement, si moi j'ai tout compris, ça match. Ça devrait marcher. Donc voilà, ça c'était vraiment pour montrer, il ne faut pas rejeter d'un bloc la motivation extrinsèque. Mais il y a des zones où ça ne marche clairement plus. Moi, dans les équipes que j'accompagne, généralement, pour revenir sur ce schéma qui est simple, mais les boîtes, pour pouvoir recruter des personnes qui ont les compétences qu'on souhaite, etc., elles sont plus dans cette zone-là, autour de ce palier-là. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que justement, c'est une espèce de zone de flou où ça peut être intéressant, mais ça fait pas tout, de donner des primes. Et il faut aller chercher du coup ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Avant d'entrer là-dessus, il y a une petite anecdote que j'aimerais bien vous raconter aussi sur certains biais que peut provoquer finalement justement cette motivation extrinsèque exubérante, le fait de donner plein d'argent, etc. Et c'est une petite anecdote qui a été racontée par Jürgen Apello. Je ne sais pas si vous le connaissez.
qui a écrit beaucoup d'ouvrages, de bons livres, qui a formalisé un atelier dont on parlera tout à l'heure, justement autour de la motivation, et qui a surtout, on va dire, écrit un bouquin sur ce qu'il appelle le management 3.0. Alors c'est plus qu'un bouquin, c'est aussi tout ce qui va avec, des certifications, des cours en ligne, plein de choses. Je fais l'anecdote? Ah oui, oui, moi je veux l'entendre. Et puis, monsieur Jürgen Appello, si vous tombez sur cette vidéo, puis on va pas s'empêcher de l'envoyer, hein, je veux bien un retour du coup par rapport à ça, et puis peut-être de raconter encore plus du contexte qui a amené à cette anecdote-là. Mais déjà, Robin, raconte-nous un peu ce dont il s'agit. Alors, il l'avait donné dans une conférence qu'il avait donnée à l'Agile Tour Rennes en 2016, si je ne me trompe pas, où justement il venait de sortir son livre sur le management 3.0 qu'il appelle Management for Happiness, enfin, donc le management pour le bonheur. Très concrètement, il explique que quand il était en train d'écrire son bouquin, ceux qui sont auteurs, parmi vous, il y en a peut-être, le savent, mais par exemple, moi qui essaye d'écrire un livre là, j'ai souvent besoin de faire un reset du cerveau. J'écris, et j'ai besoin parfois de prendre une bonne bouffée d'air. Et lui, ce qu'il explique, c'est qu'il y avait des jeunes qui faisaient du sport en bas de chez lui, et en fait, il allait les observer comme ça, une demi-heure par jour, pour justement prendre son bol d'air frais pour pouvoir se réinvestir dans l'écriture de son bouquin. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, bah tiens, comme j'écris justement sur la motivation, je vais tenter une expérience autour de la motivation extrinsèque. Et il a été voir les jeunes qui faisaient du sport, et puis il leur a donné de l'argent. La réaction des jeunes a été un peu plus classique. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que vous nous payez? C'est déjà bizarre que vous nous regardiez tous les jours. Et il lui a dit, ben non, mais c'est parce que dans mon milieu, je suis un peu connu, j'ai écrit un livre, ce livre va se vendre beaucoup, et du coup, je vais en tirer des bénéfices. Et finalement, bah, c'est un petit peu ça que je vous partage, quoi. Comme vous me permettez d'avancer sur l'écriture de mon livre plus vite, je vous paye pour ça. Ok, donc il a payé les jeunes pendant quelques semaines. À chaque fois qu'ils descendaient, les observaient une demi-heure, il leur donnait quelques euros, il les regardait jouer, et il continuait à s'aérer le cerveau, et les jeunes continuaient à jouer, tout se passait bien. Et au bout de quelques semaines, il est descendu, et puis il a arrêté de les payer. Et la réaction des jeunes, ça a été de dire, ah, bah, tu nous payes pas aujourd'hui. Il a dit, bah non, ça y est, j'ai terminé d'écrire mon chapitre sur la motivation, j'ai plus besoin j'ai terminé d'écrire mon livre, j'ai plus besoin de vous du coup, mais bon, pour le plaisir, je continue à venir vous voir. Et du coup, d'après toi, François, quelle a été leur réaction? Ben, j'ai envie de dire que naturellement, ils ont arrêté de s'éclater. Oui, exactement. Ils ont arrêté de jouer. Ils jouaient du coup pour leur plaisir, avec une motivation intrinsèque, parce qu'ils avaient les tripes, ils avaient envie d'y aller, quoi. Et d'avoir induit comme ça un biais de motivation extrinsèque a fait qu'on leur a supprimé cette motivation-là aussi. Et ça, je trouve ça assez intéressant finalement, cette anecdote. C'est pour montrer, voilà, on peut trouver de la passion et du plaisir au travail. Et puis, finalement, cette motivation intrinsèque, ce qui nous anime, peut être complètement écrasée par de la motivation extrinsèque, extérieure. Et c'est dommage d'annuler justement ce qui nous anime. Ok, donc je suis en train de comprendre que dans un contexte où potentiellement j'ai une équipe qui avance bien, qui s'investit, qui est efficace, je décide pour les féliciter de leur filer une prime que je vais maintenir que s'ils sont toujours plus efficaces, et du coup le jour où ils le sont moins, bah, j'enlève cette prime, donc cette carotte, et là tout s'effondre, c'est ça? Voilà, en tout cas, tu as tiré les mêmes conclusions que moi. Je ne sais pas si d'autres tireront les mêmes conclusions ou des conclusions différentes, mais c'est ça. Et pour le coup, j'ai pu l'observer plusieurs fois. Et effectivement, une équipe qu'on récompense exclusivement, attention, c'est vraiment le côté exclusif, avec des primes ou autres, bah, le jour où, pour une raison X ou Y, peut-être aussi que l'équipe continue à performer, mais la performance globale systémique de l'entreprise est un peu moindre, donc on sucre ces primes-là, et ben la motivation d'équipe, poum, tout s'effondre, et puis l'équipe n'avance plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire, en tant que Scrum Master, ou en tant qu'agiliste, ou en tant que haut-parleur relais en tant que voix de l'équipe auprès des managers, il faut faire attention avec, bien sûr que ça fait plaisir d'avoir des primes, mais il faut faire vraiment attention avec ces choses-là. D'accord, donc
Je dois faire attention à ce que cette motivation extrinsèque permette de créer une motivation intrinsèque supplémentaire. En gros, je vous file des moyens supplémentaires, mais par exemple pour que eh bien, vous puissiez prendre une après-midi dans votre itération pour travailler sur vous, pour sortez-les, je vous donne un budget pour aller vous éclater, faire un match de foot, pour faire votre cohésion, des choses comme ça. On a une prime pour une prime, ça sert pas forcément, mais effectivement, c'est une manière, en tout cas pour moi, hein, vraiment plus maligne d'utiliser finalement une prime, de se dire bah voilà, on va tous prendre un pot, faire du team building, faire ce genre de choses sur du moyen long terme, c'est beaucoup plus bénéfique pour l'équipe plutôt que de dire à chaque personne bah tiens, on te donne 100, 200, 300, X centaines d'euros de primes. C'est beaucoup mieux d'utiliser en tout cas ces ressources financières-là pour faire du team building, à mon sens. Encore une fois, ça n'engage que moi ce que je dis. Oui, mais c'est pour ça que c'est toi que j'ai invité, c'était pour que tu t'engages. Donc merci d'aller au bout de la démarche. Du coup, en termes de motivation intrinsèque, qu'est-ce que tu vois? À moins que tu veuilles continuer à expliquer par rapport aux motivations extrinsèques. Non, alors justement, là pour se rebrancher un petit peu sur ce qu'on disait, donc maintenant qu'on a bien parlé de la motivation extrinsèque, finalement la motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin pour aller bosser. Et posez-vous la question, je ne pense pas que ça soit uniquement les sous, en tout cas je l'espère pas, parce que sinon ça veut dire que vous êtes à mon avis en train de chercher quelque chose qui vous motive plus justement, et vous êtes en train de vouloir quitter votre boulot. Du coup, la motivation intrinsèque, Dan Pink donne 3 principaux leviers, et Jürgen Appelo en donne 10, et il y a plein de personnes qui ont bossé sur la motivation, mais on retombe très souvent sur ces leviers de motivation. Alors je les donne. Déjà, Dan Pink, lui, dit le plus important, c'est l'autonomie que je peux avoir au travail. Je les donne, après on en discute. Le deuxième, c'est le côté maîtrise. Quels sont les ben voilà, j'ai un sujet. Par exemple, moi, je fais un petit peu de guitare. J'ai envie de devenir meilleur dans ce sujet-là. Et le troisième sujet, c'est le sens que je trouve dans mon boulot. Alors, je donne un autre exemple quand je dis le sens ou la mission. Par exemple, moi, j'aimerais bien bosser. Alors ça, c'était avant le confinement, mais ce qui me passionne, j'en sais rien, c'est le côté l'exploration spatiale, la NASA, la découverte. Moi, j'ai vraiment une grosse sensation. J'aime beaucoup la liberté et la curiosité. On en parlera juste après. Du coup, voilà, j'aimerais bien bosser pour la NASA. J'écris des articles sur les tests à la NASA en ce moment, ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse là-dessus. Je me suis paumé dans mon anecdote. Je vais te permettre de te récupérer si tu veux. Je te laisse 2 secondes pour y réfléchir. J'ai envie de partager ce que je vis au quotidien chez un gros avionneur qui fait des gros avions sur le Toulousain. Je citerai pas son nom parce que c'est plus la peine là du coup. Et en fait, j'ai plein de personnes qui sont mobilisées chez des sous-traitants pour travailler sur des environnements logiciels, sur des bouts de code, etc. Et qui sont très très éloignés du métier même de l'aéronautique. T'as pas besoin de te dire que ça sert pour un avion pour pouvoir développer ce qu'il y a à faire. Eh bien, quand tu prends ces équipes et que tu les amènes voir les chaînes de fabrication des avions, enfin, des chaînes d'assemblage, on fabrique peu, mais des chaînes d'assemblage, et que tu te dis que tu travailles pour ça, voilà, la quête de sens, même si je suis dans une application extrêmement comptable ou légale, en fait, je participe à la construction de ces machins qui volent, quoi. Et quelque part, ils volent aussi un peu grâce à moi. Et voilà, et grâce à toi, j'ai retrouvé le fil de mon anecdote. Donc je disais voilà, le sens effectivement est vraiment important. Et parfois, quand on bosse pour un applicatif, parce qu'on est payé pour le faire, on bosse sur un applicatif, et qu'en fait on n'est pas convaincu du sens profond de la société, de la compagnie pour laquelle on travaille. Ça joue aussi beaucoup sur la motivation. Un exemple personnel. J'ai travaillé pour un grand acteur international sur le pari en ligne. Et
Et concrètement, de mes convictions profondes, moi, je suis plus ancré à la terre sur des convictions écolo et aussi de découverte, d'exploration. Et il y avait quelque chose qui me dérangeait finalement dans ce côté pari, parce que finalement, le pari en ligne, le but, c'est de faire perdre des joueurs. Hein. Il faut être honnête là-dessus aussi. Et du coup, voilà, le monde du pari, même s'il procure, il faut aussi le reconnaître, un plaisir, un challenge, une excitation. Pour moi, je n'y trouvais pas du tout mon compte. Et du coup, quand je travaillais pour eux, j'avais une super équipe, ça se passait bien. Mais ce qu'on faisait, voilà, le sens de ce qu'on faisait, m'avait complètement cassé ma motivation. Et c'est pour ça, soyez vigilants là-dessus. Ok. Et bien, comment on fait? Comment on fait pour garder ces facteurs de motivation intrinsèques? Bon, on a quelques exemples là, mais nos Scrum Masters, bon, ils vont pas les premier les équipes sans arrêt. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire pendant les ateliers? Il y a des moments pour ça? Ouais, alors. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors bien sûr, alors, juste pour donc je rebondis là-dessus. Donc là, je vous ai parlé des 3 leviers de Dan Pink, donc qui étaient autonomie, maîtrise et sens. Au fait, la maîtrise, je donne aussi un exemple, c'est le plaisir que je trouve à progresser dans un domaine qui m'est cher. Par exemple, moi, je suis un peu guitariste. Je prends ma guitare et j'essaie de progresser à la guitare. Pour moi, ça m'enrichit, mais ça ne me rapporte rien. Vous voyez la nuance. Et du coup, les autres leviers de motivation qu'on peut avoir, ou en tout cas que Jürgen Appelo a donné, sont l'acceptation. Voilà, j'ai besoin de me sentir inclus dans un groupe, le côté curiosité, le côté liberté dont je vous parlais tout à l'heure. On a déjà évoqué le sens et le but de ce pourquoi est-ce qu'on est là. Il y a aussi donc les relations sociales, le pouvoir, l'influence que je peux avoir sur les autres. Il y en a sans doute d'autres, ils sont tous décrits dans un atelier très concret qui s'appelle Moving Motivators, que vous pouvez télécharger dans les liens qui seront dans la description. Moving Motivators, c'est très concrètement 10 cartes avec 10 leviers de motivation qui ont été créés par Jürgen Appelo. Ces leviers de motivation-là, cet atelier, Moving Motivators, il y a 2 manières de le jouer. Il y a une manière individuelle d'une personne, un manager avec une personne, où vous, en tant que Scrum Master, vous voyez quelqu'un de démotivé et vous voulez le faire formaliser, qu'est-ce qui le motive finalement, ou en équipe. Pourquoi pas en rétrospective quand on a un temps un peu pour s'aérer. Je vous parle de cet atelier-là, principalement en équipe. Pourquoi? Parce que le côté individuel des Moving Motivators est très bien décrit sur le net. Vous allez trouver plein d'articles sur comment le jouer à une personne. Par contre, comment le jouer à plein, ça marche pas trop. Je me lance. Donc, vous imprimez les cartes que vous trouverez dans le PDF dans la description Moving Motivators. Pardon, je suis très silencieux parce que je tente une expérience aussi en live. Je vais sur le site, là, je vais le partager. Attends, et tu veux que j'ai un lien sur mon blog Coach Agile, quand il y a des choses qui me plaisent, je les quand c'est libre de droit, je les télécharge, je les upload sur Coach Agile. Donc là, je t'ai mis la version française que je viens de t'envoyer d'un deck de cartes Moving Motivators, si tu veux le voir. L'avantage du fait que je t'envoie le lien, c'est que maintenant il est téléchargeable gratuitement, mais il faut laisser ses coordonnées, son adresse mail et plein de choses. Bref, c'est plus rapide de cliquer juste sur le PDF que je t'envoie. Ça marche. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'atelier Moving Motivators qui se joue en équipe, pourquoi pas en rétrospective. Ça peut être bien de le faire. Alors, c'est pas à proprement parler un exercice de rétrospective, néanmoins, ça peut être le bon créneau pour le jouer soit juste avant, soit juste après votre rétro. À mon sens, juste avant, vous y trouverez beaucoup de gains, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, en fait, vous avez une feuille A4 sur laquelle il y a les 10 leviers de motivation. C'est ce qu'on vous affiche à l'écran là. Le but, vous imprimez une feuille par personne. Donc, vous avez 5 membres dans votre équipe. Pourquoi pas vous imprimez 5 feuilles. Et un peu de travaux manuels, il faut découper chacune des cartes et donc constituer 5 decks de 10 cartes chacun. Une carte est égale à un levier de motivation. On va demander. Tu as une option pour les feignants? Plus que ce do it yourself. Du coup, vous pouvez télécharger ces decks de 50 cartes directement sur le site de Management 3.0. Je ne sais plus tout à fait. Enfin, vous pouvez les télécharger, vous pouvez aussi les acheter d'ailleurs, tout fait. Voilà, un deck de 50 cartes. Pour ceux qui n'ont pas
l'envie ou la motivation justement de télécharger, imprimer et découper à la mano plein de cartes. Merci pour les feignants, donc moi. C'est parti, donc je vous décris et on vous affiche en même temps la manière dont se déroule l'atelier. Donc encore une fois, je le rappelle, le but de cet atelier, c'est d'identifier les leviers de motivation intrinsèques avec lesquels on va pouvoir jouer au sein d'une équipe. Donc, on part du principe que vous avez vos decks qui s'affichent à l'écran avec vos 10 leviers de motivation. Là, ce qui s'affiche est en anglais, mais vous pouvez les trouver en français aussi. Voilà. On va distribuer un deck de 10 cartes par participant et on va leur laisser quelques minutes, pourquoi pas 5 minutes, 6 minutes des fois, parce qu'il y a vraiment un côté introspectif et les gens vont devoir se poser des bonnes questions sur qu'est-ce qui les anime. Et on va leur demander de faire une belle ligne du qu'est-ce qui me motive le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, jusqu'au qu'est-ce qui est finalement des choses dont je me fiche, quoi, qu'est-ce qui est pas important. Je veux bien que tu projettes, s'il te plaît, François, ce qu'on demande un petit peu en dessous. Si tu scrolles, tu vas le trouver vers le bas. Voilà. Du plus important au moins important, on va demander de classer les leviers de motivation. Je donne les miens, par exemple, et ça va me permettre d'étayer un petit peu plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me motive énormément, ça va être d'abord la liberté, l'autonomie que je vais avoir dans mon travail, être un peu touche à tout, etc. Et c'est ce que je trouve d'ailleurs actuellement. Maintenant, quand je sélectionne une mission, quand on m'appelle et qu'on essaie de m'enfermer dans un moule, j'ai une expression qui dit plus tu essaies d'aller dans le moule, plus tu as une tarte. Bref, mais je n'y vais pas parce que je sais que je ne trouverai pas la motivation qu'il me faut pour faire un travail de qualité. Pour moi, donc, c'est vraiment le côté autonomie, liberté. Mon deuxième levier de motivation, c'est la curiosité. Et puis après, on ne va pas casser les autres, mais ça se terminerait par l'acceptance, les relations sociales. J'attache bizarrement peu d'importance, en tout cas, au jugement des autres sur ma personne. C'est pas forcément égal aux relations sociales d'ailleurs. Une chose importante, et on vient de s'en rendre compte là, l'interprétation d'un axe ou d'un axe de motivation est propre à chacun. Par exemple, si moi j'interprète relations sociales comme étant parler toute la journée avec des gens et que François l'interprète d'une autre manière, le but c'est de pouvoir en discuter. D'où le côté jouer un petit peu avant la rétro. Donc là, première étape de cet atelier, on demande à chacun des participants en 5-6 minutes de classer ses leviers de motivation du plus important au moins important. Et la deuxième partie de Moving Motivators, finalement, c'est pas celle qui est décrite dans l'article, parce que celle-ci qui est décrite là où on demande de les bouger vers le haut ou vers le bas, c'est quand on le fait avec une personne, un individu, et ça je vous en parlerai après. C'est finalement de discuter ensemble en équipe des leviers de motivation de chacun. Alors attention, c'est extrêmement intrusif, mais je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert en équipe. Imaginons alors, que... juste, Robin, en ouais. tant que Scrum Master, moi j'interviens et j'ai envie de présenter ça. Est-ce qu'il y a des règles que je dois proposer à mes participants avant qu'on commence l'activité? Les règles les mêmes que celles dans une rétro, c'est-à-dire parler en son nom le plus possible avec bienveillance, et puis voilà, finalement de poser un cadre sain sur la rétrospective, parce que il faut pas s'exprimer avec jugement, enfin faut pas porter de jugement, parce que c'est encore une fois très intrusif. Tu vas montrer qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te motive aux autres membres de ton équipe. Donc il n'y a pas forcément de prérequis, même une équipe où il y a des membres toxiques, on peut réussir à jouer ce jeu-là. Mais encore une fois, il ne faut pas partir sur le ah bah toi t'as mis la curiosité en premier, c'est pour ça que t'es nul. Enfin non, il ne faut pas de jugement du tout sur le classement propre à chacun des leviers de motivation. Et du coup, ce que je disais, c'est est-ce que François, ça te dérangerait pour l'exemple de me donner les 2 ou 3 premiers leviers de motivation que tu trouverais toi, que tu as toi? Alors, pour Okay. moi, les deux plus importants, ce que je mettrais en tout premier, c'est le statut. Il est où en anglais? Oui, il est en premier aussi. Et l'objectif, the goal. Alors, comment tu interprètes toi ces deux leviers de motivation? Tu peux me donner ce que tu en entends? J'ai besoin de savoir à quoi je sers et qu'est-ce que je sers. Donc, par rapport au statut, quelle est ma place dans ce quoi qui est plus grand? Pour que Ok. j'arrive du Ok. coup à mieux me positionner. Ouais, ça va être important pour moi, comme ça je saurai
en autonomie, ou en tout cas plus facilement en autonomie, comment est-ce que je peux être à la bonne place et être le plus aidant possible. Donc cette notion de D'accord. statut pour moi dans l'organisation, elle va être importante. J'ai même tendance à la demander systématiquement, hein, quand je commence une mission. C'est quoi mon statut? Et le goal, parce que j'ai besoin de savoir où on va. Ouais, je comprends. Alors, je vais donner un exemple très simple, mais c'est vraiment pour montrer la mécanique. Imaginons que toi et moi, nous sommes deux membres de l'équipe Scrum, d'accord? On a fait l'atelier, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est liberté, curiosité, et puis toi tu viens de me dire que c'était statut et objectif finalement, enfin objectif, but, sens. Euh, on est tous les deux développeurs, et maintenant j'ai un nouveau sujet qui arrive dans l'équipe, qui va me demander d'utiliser, pourquoi pas, des nouvelles technologies, nouveaux frameworks JavaScript, j'en sais rien, je suis développeur front, toi aussi tu es développeur front d'ailleurs, et, euh, et voilà, le but de l'équipe c'est qu'elle soit motivée. Est-ce que collégialement, imaginons que chaque membre de l'équipe a conscience de qu'est-ce qui motive chacun, normalement, tu devrais me dire, bah tiens Robin, ce nouveau sujet, je vais peut-être te le laisser parce que c'est un truc nouveau qui va satisfaire ton envie de curiosité. Tu vois ce que j'essaie de montrer? Ouais, donc en autonomie dans l'équipe, on peut trouver une auto-organisation. Ouais, Parce que je connais mieux les gens avec qui je travaille. Exactement. Moving Motivator permet de bien s'auto-organiser, en tout cas est un des outils qu'on peut utiliser pour aboutir à une auto-organisation dans une équipe, parce qu'effectivement, même si c'est intrusif, tu vas connaître ce qui anime et ce qui donne envie aux gens de se lever, de bosser, et donc des fois, alors là c'est un exemple basique, mais on pourra en trouver d'autres, mais voilà, ça permet de se dire, ok, bah, comment est-ce qu'on s'organise pour que tel et tel membre de l'équipe soit au sommet de leur motivation finale. Et là, en l'occurrence, dans cette équipe où moi j'ai besoin de savoir à quoi je sers et j'ai besoin d'être reconnu pour ça, je me rends compte que quand il y a un besoin, eh bien, si ça me correspond, les gens savent m'identifier et du coup, je suis dans l'organisation, dans l'ambiance que je recherche. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, ça c'est un très bon outil pour discuter de la motivation, pour aussi introduire auprès de son équipe. Très souvent, les gens, bah, finalement, ne se sont jamais intéressés à la question de bah, qu'est-ce qui me motive réellement. Et encore une fois, et ça on le dira jamais assez, et je pense que je serai pas le seul à vous le dire, euh, l'agilité, c'est posez-vous les bonnes questions. Très longtemps, moi, je disais, l'agilité, c'est la désobéissance sérieuse en entreprise. Alors, ça peut faire peur. Quand je me présentais en tant que, pas coach agile, mais que organisateur de la désobéissance en entreprise, il y a eu un moment où c'était difficile de me vendre quand je présentais ça, même si j'ai pas eu de soucis pour trouver des missions. Mais finalement, dire ça, ça veut dire, voilà, sortez de la position et faites sortir votre équipe de la position du j'ai fait ça parce qu'on a toujours fait ça de cette manière-là. Pour rattacher ça à de la motivation, s'il y a une équipe qui fait un boulot d'une mauvaise manière parce qu'on lui a toujours demandé ça et qu'elle ne s'est jamais demandé comment faire mieux, bah, rien de mieux pour péter sa motivation, quoi. Donc le but, c'est justement en essayant d'aller vers le mieux, on va réussir à embarquer les gens et à les motiver ou à les remotiver. Donc cet outil de Moving Motivator, ça peut être un bon outil, comme je vous le disais, en amont d'une rétrospective. Pourquoi? Donc on s'était posé la question tout à l'heure. Bah, typiquement, imaginons que au prochain sprint planning, je suis Scrum Master, je sais que je vais avoir des nouveaux sujets, ou le PO m'a dit qu'il allait avoir des nouveaux sujets, ou le PO a dit à l'équipe qu'il allait avoir des nouveaux sujets. Bah pourquoi pas dire à l'équipe, bah ceux qui sont les plus curieux les prennent en premier, etc. Mais voilà, c'est un bon outil Moving Motivator de formalisation d'informations qui sont un peu dans l'air, quoi, et que l'équipe, il faut que l'équipe puisse en prendre conscience. J'ai eu le plaisir d'interviewer Denis Migaud qui m'a aussi parlé beaucoup du questionnement. N'hésitez pas à questionner le contexte et si vous êtes dans du Scrum, allez jusqu'à questionner Scrum. Et finalement, c'est ce que tu me renvoies aussi, hein, par rapport à ces facteurs de motivation, d'être dans un cadre que l'on peut s'approprier. Et donc d'être autorisé à le questionner, cette désobéissance sérieuse dont tu parles. C'est le fait de pouvoir questionner l'environnement dans lequel on travaille et puis pouvoir agir dessus. Bien sûr. Et de la même manière, encore une fois, là, tout ce qu'on se dit, si je le ramène à la motivation, le sujet dont j'essaie de parler, effectivement, si tu
questionnes, comme tu disais, l'environnement de travail et que parfois on t'apporte des réponses que tu ne juges pas satisfaisantes, en fait, quand je dis tu, c'est l'équipe que tu accompagnes, ne pourra pas s'épanouir dans un environnement de travail trop restrictif, sans liberté, enfin, à chaque fois c'est discutable. En tout cas, tu peux avoir des gens qui s'en fichent de la liberté, mais c'est bien d'en avoir pleinement conscience. Ben ça se complète bien. J'ai une dernière petite anecdote là-dessus aussi. C'est donc on vient de parler là de la motivation au global, de la motivation extrinsèque. On a parlé un peu de la motivation intrinsèque et je vous laisserai vraiment et on vous mettra tous les liens qu'il faut sur les vidéos de Dan Pink et autres. Mais justement, quand on parle de motivation intrinsèque, il y a aussi des biais dans lesquels on peut tomber ou des mauvaises pratiques dans lesquelles on peut tomber. Et je vous donne l'exemple d'une des équipes que j'ai pu accompagner moi chez un des grands acteurs du e-commerce français, pour pas le citer. Concrètement, il y avait une équipe très classique, une équipe Scrum qui marche bien avec des développeurs, un Scrum Master et le Product Owner qui faisait partie du métier, qui était dans l'équipe mais qui faisait partie d'une direction différente. C'est important que je le précise. Et cet acteur de e-commerce avait bien compris les mécaniques de la motivation extrinsèque et de la motivation intrinsèque. Alors, c'était pas juste on balance des primes à tout va, mais justement, ils essayaient de récompenser l'équipe d'une autre manière. Par contre, ils avaient quand même l'équipe avait quand même des objectifs. Et dans les objectifs classiques de l'équipe de développement, c'était finalement des indicateurs autour de la qualité. Mais sous ces indicateurs de qualité, attention, il y avait plein de leviers de motivation profonde intrinsèque, à savoir, et tu l'as donné tout à l'heure comme exemple, ils allaient jusqu'à dire prenez une journée par sprint, alors attention, c'est énorme une journée par sprint, pour faire ce que vous voulez, pas forcément du développement de features, etc. Ça peut être du rattrapage de techniques, ça peut être des vidéos guides utilisateurs, ça peut être, enfin, ils faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, en relation quand même avec le boulot, hein. C'était pas non plus aller faire des matchs de hockey dans la rue, quoi. Mais ils avaient une grande liberté, donc c'était juste dire voilà, ils savaient comment motiver profondément leur équipe. Par contre, le PO, lui, était objectivé sur d'autres choses. C'était sur le nombre de features, donc le nombre de nouvelles fonctionnalités qui sortaient par sprint. Et pareil, quand tu allais sous cet objectif-là, tu avais aussi un découpage, finalement, tu avais l'impression que ça activait des leviers de motivation intrinsèques parce que c'était, va faire des benchmarks, qu'est-ce qui se fait chez la concurrence, va voir nos utilisateurs pour savoir comment est-ce qu'ils interagissent avec le produit, quel est le sens, la direction là pour le coup que tu veux donner à ton produit, mais du coup, voilà, qu'est-ce qui te plaît, etc. Donc, on avait un PO sous une direction métier qui avait ces leviers de motivation intrinsèque activés. On avait une belle équipe avec des développeurs qui avaient leur levier de motivation intrinsèque activé. Et néanmoins, je ne sais pas si vous le voyez, mais on avait des objectifs PO et des objectifs de l'équipe de dev qui étaient divergents. Là, c'était des objectifs de qualité, là, c'était des objectifs de il faut débiter de la fonctionnalité. Et fondamentalement, quand on pose des choses comme ça, on se rend compte que ça va, même si on a des leviers de motivation intrinsèque, on va dans une collision comme ça. Et quand on a des objectifs si divergents que ça, on va rentrer dans des côtés un peu toxiques. Notamment, on va avoir une dette émotionnelle qui va se mettre en place au sein d'équipe parce que on va se mettre des bâtons dans les roues, etc. Et ça va péter la motivation intrinsèque qu'on a réussi à mettre en place au sein des différentes entités. Je dis entités pour dire PO et Dev et Scrum Master de l'autre côté. Donc tout ça pour dire, voilà, même quand on est vigilant, même quand on a pleinement conscience de qu'est-ce que c'est que la motivation intrinsèque, c'est très facile finalement sur une petite bêtise de tout recasser. Et donc tout ça pour dire, il faut être vraiment vigilant et avec la motivation intrinsèque et même avec la motivation extrinsèque. Et même avec la motivation intrinsèque, quand on pense, entre guillemets, voilà, la connaître, etc., il faut toujours faire vraiment attention à quelle est la prochaine action. Enfin, posez-vous les questions. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose avec mon équipe. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, rien tout a des conséquences plutôt.
c'est une mécanique qui est relativement simple à comprendre. On peut mettre en place des choses de façon assez efficace. Pour autant, il va falloir être vigilant parce que voilà, ça peut se désagréger sans qu'on l'ait trop prévu. Il faut rester vigilant quoi, sur ces aspects-là. Exactement. D'où, et finalement, vous voyez d'où ça vient, c'est pas gratuit. Alors oui, ça existe depuis 1960, voire même avant, hein, mais quand on parle de Nico Nico, euh, ou quand on dit en tout cas prenez la température, prenez l'humeur de l'équipe à intervalles réguliers, au sprint, à la journée. Jürgen Apello a aussi fait la mousse d'or, ça existait avant lui, hein, il l'a juste formalisé dans son bouquin. Mais le côté vous partez et vous mettez, je sais pas, la météo, un soleil, un nuage, un truc comme ça, c'est une prise en compte des signaux faibles, euh, mais justement pour rester vigilant autour des problématiques de motivation. Parce qu'encore une fois, sans parler de trucs techniques, sans parler de vélocité, sans parler de capacité de production, sans parler de... Mais ça tombe sous le sens. Hein. Une équipe qui est motivée et qui a envie de bosser et qui est heureuse dans son travail, va fournir un travail de plus grande qualité en tout cas qu'une équipe qui en a rien à ou à j'allais dire, pardon pour la vulgarité, mais de son boulot parce qu'ils sont démotivés. Donc encore une fois, pour moi, la motivation des personnes et d'une équipe, c'est vraiment au cœur d'un travail de qualité et d'un travail bien. Ouais, j'ai envie d'ajouter un petit warning quand même sur tous ces outils de prise de température. Le Nico Nico, une mood bar, un mood wall. On a quand même besoin que les gens acceptent de se livrer. Donc, on ait une ambiance de confiance qui permette d'aller vers de la transparence. Hein. Donc, Ouais, bien voilà, sûr. au delta de la perception de confiance et de transparence que le Scrum Master pense avoir dans son équipe. Ouais, et effectivement, tu as raison, il faut que la culture, même d'entreprise, s'y prête. Alors, euh, pour compléter ça, j'ai déjà eu des cultures d'entreprise où justement on n'était pas du tout dans des climats de confiance, et malgré tout, on avait quand même, alors c'était Jira l'outil, mais il y a des plugins Jira, par exemple, hein, mais qui te permettent finalement une fois par sprint de faire un relevé de l'humeur de manière anonyme. Ça peut marcher comme ça aussi. Enfin, c'est un entre-deux où t'es pas dans le côté parce que la culture de l'entreprise s'y prête pas, t'es pas dans un côté transparent et c'est dommage. Néanmoins, tu peux quand même faire remonter les signaux faibles comme ça. Ok. Du coup, Robin, on arrive à la fin de cette interview. Et moi, j'ai besoin, en bon agiliste, et vu que je démarre dans ces nouvelles fonctions, dans ce nouveau rôle d'intervieweur, d'avoir ton retour. On va commencer déjà, je voudrais savoir qu'est-ce que tu retiens de ce moment qu'on a passé ensemble et de ce que tu as pu nous partager. Eh ben, c'est non, super, super exercice parce que c'est toujours bien d'avoir une session où tu te fais une petite introspection pour te rappeler des choses que tu as pu essayer d'activer, qui ont réussi, qui ont raté, etc. Et là, justement, ça s'y prête bien. Et en ce moment, j'avais envie de dire, euh, en ce moment où peut-être que dans quelques mois, quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas quand ça sera, vous l'aurez oublié, mais en ce moment, j'ai bien besoin de mon petit bol d'air frais et de me remémorer justement qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ou de mal et qu'est-ce que les gens autour de moi pu trouver. Et ça, voilà, c'était super de se rappeler de ces petites anecdotes. Ok, merci pour ça. Et on va finir avec le rôti. Alors, je l'ai expliqué sur la dernière vidéo, mais je vais le réexpliquer parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un rôti, mais qui est un des outils qu'on utilise évidemment en fin de session. Alors, il y a sûrement d'autres outils, mais moi j'ai tendance à l'utiliser quasiment à chaque fois. Donc, pour l'expliquer, le rôti, ça se fait avec la main. Donc, on est tous outillés normalement, peu ou prou, hein, il y a toujours des exceptions, mais globalement, on est outillés pour le faire. Et c'est une facilité pour donner son opinion par rapport au retour sur investissement. Donc, le temps qui a été imparti, qui a été donné à ce moment-là, donc par rapport à Robin, hein, chacun note en fonction de soi. Donc le temps
investi par rapport au retour que tu en as. Et donc, si c'est 1, bah, globalement, tu as perdu ton temps. Et bah, c'est OK, c'est une bonne info. Moi, ça me permet de vraiment m'améliorer et de comprendre qu'est-ce qui a fait que bah, ça a été un échec. Mais un échec est toujours bon à prendre pour s'améliorer. 3, bah, c'est par rapport à l'attendu, on y est, quoi. C'était ça, quoi. Et puis 5, bah, ça va au-delà de ce que j'attendais. Et puis on a 2 et 4 pour mitiger. Alors, Robin, on a peut-être des façons différentes de voir le rôti, mais du coup, j'explique la mienne. Comme ça, avec les différents invités, on aura toujours la même base. Donc, je te demanderai à 3 de m'exprimer ton rôti et il faudra que tu le dises pour être sûr que Zoom bascule sur ta tête et qu'on voit bien ton signe de la main, qu'il ait détecté ton son. Ça marche. Ça marche. 1, 2, 3. Allez, je mets un bon 4, voire même un 5, mais le 4, l'axe d'amélioration, c'est vraiment juste sur le côté technique, des petites difficultés techniques qu'on a pu avoir. Mais le moment était vraiment très agréable pour moi et j'en suis très content. Ok, alors tu m'as du coup aidé à poser la question, à savoir quelle est la question suivante à poser. Donc, puisque bah, quand c'est 4, j'ai 2 choix. Je dis, bah, qu'est-ce qui manque pour aller à 5? Bon, tu m'as déjà répondu. Ou alors, bah, qu'est-ce qui fait que c'est plus que 3? Voilà, pour que moi, je capitalise aussi à bah, qu'est-ce qui a fait un peu plus. Et du coup, c'est cette question-là que je vais te poser. Donc, tu as mis 4. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus que 3? Eh ben, finalement, je m'étais, tu sais, quand tu avais eu l'idée de m'appeler pour cette interview, j'étais vraiment content et je m'étais dit que j'avais envie de raconter des petites choses, mais je m'étais dit que on n'allait pas, enfin voilà, que, tu vois, avec la plage de temps qu'on avait prévu, bah, que finalement j'allais prendre 30 minutes et puis qu'on allait avoir 1h30 pour discuter de tout et de rien, un petit peu de vide, mais finalement on l'a bien rempli cette plage de temps, et donc ça a été plus riche et plus profond que ce que je pensais pouvoir raconter. Tu vois, vraiment je m'étais dit qu'en 30 minutes on aurait eu le temps de tout évoquer. Je m'étais dit 10 minutes motivation extrinsèque, 10 minutes motivation intrinsèque, 10 minutes moving motivator, et en fait on y est encore et ça fait plus d'1 heure et demie. Ouais, ouais, mais je crois que, en fait, quand j'explique ça, voilà, mon minimum, c'est d'avoir 30 minutes de contenu, mais je me rends compte, et avec un grand bonheur, qu'on explose. Ça, c'est la deuxième fois, donc on explose. Donc c'est parfait, j'adore. Merci beaucoup. Ce qui n'empêche pas qu'il faudra qu'on se prenne un temps, du coup, pour échanger en dehors de ce contexte d'interview avec une mission, avec un programme et avec des choses que tu veux partager au public. Robin, je te remercie beaucoup. Donc, on a un petit travail là qui nous attend pour mettre toutes les informations en description pour sourcer un peu ce qu'on a dit et pour donner encore plus d'informations au public. C'était donc l'interview de Robin Béraud-Sudreau de agile-coach.com qui nous a parlé des facteurs de motivation extrinsèques et intrinsèques et à quel point ça peut être vraiment impactant pour votre équipe. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour l'interview de quelqu'un d'autre. À bientôt. Salut Robin. Salut François, à plus tard.